Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce conseil communal. Je vous prie d'excuser Madame Brigitte Mathieu et Monsieur Manel Rico-Grao. Nous avons reçu 5 questions à inscrire à notre ordre du jour. Y a-t-il des questions relatives à une actualité récente? Pas d'autres questions, merci. Alors, le premier point de notre ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du 21 octobre. Y a-t-il des remarques? On peut l'approuver à l'unanimité. Merci. Le deuxième point, il s'agit de la désaffectation d'une parcelle appartenant au domaine public à la chaussée de Monstreux. Donc, à la chaussée de Monstreux, nous sommes propriétaires du trottoir, mais aussi d'une partie du talus, à un endroit où il va y avoir la construction de 2 habitations. Et donc, on vous propose de garder le trottoir en domaine public, mais de désaffecter l'autre partie du talus qui va donc être une partie de l'entrée de l'habitation. Est-ce que ça amène des questions? Est-ce qu'on peut approuver ce point à l'unanimité? Merci. Le point 3, c'est la suite du point précédent, c'est donc la cession de cette parcelle aux futurs propriétaires de l'habitation. Et donc, les frais sont à charge de l'acquéreur. Est-ce que ça amène des questions? On peut approuver. Merci. Le point 4, il s'agit de la reprise d'une parcelle qui est située entre la rue Crombise et la rue de la Samme à Feluy. Pour la situer, donc c'est en face de l'ancienne boulangerie de Feluy. C'est une parcelle pour laquelle nous avons reconnu l'existence par usage trentenaire de passage public au conseil communal précédent. Et donc, avec l'accord du propriétaire, on vous propose de reprendre cette parcelle dans le domaine public pour clarifier son statut. Je ne sais pas si ça amène des remarques, si on peut approuver ce point à l'unanimité. Le point 5, je vais demander à Monsieur Genet alors de nous quitter pour ce point-là, où il est directement concerné. C'est un point un peu similaire au point précédent. Donc, il s'agit aussi d'un terrain avec usage public, mais assiette privée. Il s'agit du sentier Winkel, où en 2011, déjà, il y avait eu une reconnaissance du côté public de cette parcelle et une proposition d'expropriation qui n'a finalement pas été mise en œuvre. La famille propriétaire nous a proposé de céder le terrain et donc là aussi, afin de clarifier la situation, on propose de reprendre ce terrain dans le domaine public. Est-ce que ça amène des remarques? On peut l'approuver. Merci. On peut faire signe alors Monsieur Genet qui peut nous rejoindre. Voilà. Formellement, on n'a pas participé au vote. C'était l'objectif. Il pouvait aller dans le public, en fait, c'était pas interdit. Le point 6, il s'agit de l'approbation de la convention liant la commune de Senef à Ecosim. Monsieur Delannoy. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la société Ecosim est une société qui propose un projet de recyclage des végétales qui consiste à récupérer les chrysanthèmes dans les cimetières et les mettre en hivernage pour la revente en circuit court la saison prochaine à des prix inférieurs aux communes. Donc aujourd'hui, tous ces déchets vont en mélange plastique-terre, donc ça coûte à la commune. Et ça va réduire un peu les coûts pour la commune et participer à faire un bon geste, à les récupérer. Y a-t-il des questions par rapport à ce point? Madame Pécriot. Oui, effectivement, le groupe socialiste est effectivement favorable à ce genre d'initiative. Nous avons pu hier, lors des fêtes du 11 novembre, déplorer que certaines chrysanthèmes avaient été volées. Je pense que c'est quand même quelque chose tout à fait très, très déplorable au niveau de la commune. La commune a été fleurie. Nous avons pu constater avec M. Légevin que certaines plantations avaient été volées et je pense que ce serait vraiment important aussi de faire passer des messages civiques au niveau de l'essor parce que vous faites tellement d'efforts au niveau du fleurissement de notre entité que ce genre d'attitude est tout à fait incorrect.
Madame Jensen. Monsieur Liégeois évoquait notamment le gain au niveau du coût. C'était justement par rapport au projet ici. On dit souvent que travailler en écologie coûte plus cher. Quel est le coût ici du recyclage des chrysanthèmes par rapport au coût de l'élimination des déchets via les voies classiques? Mais le coût ici pour 2025, c'est 2300 € pour la collecte. Et tout juste, on ne le sait pas, mais les déchets tout venant avec les mélanges plastiques et tout ça coûtent très cher. Donc ils estiment qu'ils vont récupérer à peu près, que ça va nous coûter pratiquement la moitié à faire ce geste que de le laisser aller dans les tout venants. Et dans la convention, il est prévu qu'il y ait la possibilité de rachat prioritaire, mais par l'administration communale. On sait que les ouvriers communaux préparent déjà, je pense, eux-mêmes toute une série de plantations. Est-ce qu'on a l'intention, malgré tout, d'acheter à un prix plus avantageux qu'ils proposeraient dans le cadre de la convention, ou est-ce que l'opportunité de le faire ne sera pas activée? Si, l'opportunité va être activée et on va racheter les fleurs à Ecosim à un prix moindre que dans les jardineries pour fleurir la commune au monument comme on a eu ici le 11 novembre et tout ça. Et au niveau social, je suppose que ça, par contre, il n'y a pas de possibilité avec le CPS d'envisager des rachats de chrysanthèmes et de le proposer peut-être à des utilisateurs ou ce genre de choses. Je ne sais pas si ce sont des pistes qui sont envisageables avec ce genre de projet. Bonjour, merci de la question. On n'y a pas pensé. Au CPS, on fait déjà beaucoup de choses, mais pas encore dans les chrysanthèmes. Mais on peut y réfléchir. Y a-t-il d'autres, Monsieur Kerpin? Bonsoir à tous. Je voulais savoir si Ecosim fait aussi la même opération. Est-ce que c'est la même société? Vous avez eu un contact avec eux pour voir? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils le font. Est-ce que vous avez eu un échange avec eux pour avoir les bonnes pratiques? Je pense effectivement qu'Ecosim a déjà adhéré à cette société-là, mais pas avec certitude. Mais je suis presque certain. Parce que je pense qu'ils ont changé pour des raisons, mais je ne me souviens plus exactement. Mais je ne me prononce pas sur quelque chose que je ne suis pas sûr. Y a-t-il d'autres interventions sur ce point? Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Le point 7, il s'agit de l'approbation. Ce sont des points classiques en cette période de l'année. Ce sont les approbations des assemblées générales, de l'ordre du jour des assemblées générales des intercommunales. Donc la première, c'est l'IDEA qui se tiendra le 27 novembre à 17h. Le seul point de l'ordre du jour, c'est l'évaluation du plan stratégique. Nos représentants sont Madame Mentino, Madame Pécriot, moi-même, Madame Mathieu et Monsieur Rico Grao. Et pour rappel, cette assemblée générale est ouverte au public. Y a-t-il des remarques par rapport, Madame Jensen? Juste de manière globale, pour des points comme ceux-ci, nos représentants, ce serait peut-être intéressant qu'à terme, nos représentants fassent une petite synthèse, notamment ici du plan stratégique et de son évaluation par rapport à des points particuliers qui seraient en lien avec ce NEF, parce qu'en approuvant l'ordre du jour, on approuve tacitement l'approbation également du point qui est à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation dans ce cadre-ci. Et je pense qu'au niveau du conseil communal, ça vaudrait peut-être la peine qu'on lit le rapport, mais qu'on puisse avoir aussi le retour par rapport à nos représentants dans la structure. Mais donc, il y avait une obligation qui n'est plus une obligation maintenant, mais pour les administrateurs dans les intercommunales de faire une fois par an le point au conseil communal. Ce n'est plus une obligation maintenant. Il y a la possibilité d'inviter des représentants de l'intercommunal pour présenter le point au conseil communal, mais il faut savoir qu'ils doivent faire le tour, dans le cas d'IDEA, de 28 communes pour le présenter. Et donc, c'est vrai que c'est un système un peu particulier. Personnellement, je serais plutôt favorable à ne pas prendre de décision au conseil communal et que les 5 représentants portent la voix, chacun un cinquième de la commune, à l'Assemblée générale. La réalité des choses fait qu'en pratique, mais parfois pour des questions d'agenda aussi, puisque vous verrez qu'à l'heure du jour aujourd'hui, il y a déjà 2 AG qui sont le même jour à la même heure, et avec parfois les mêmes représentants. Donc en pratique, ce système a été créé pour justement
faire éviter le problème de quorum, parce que si tout le monde n'est pas là, mais donc il y a un problème de quorum. Maintenant, je pense que le mieux serait alors qu'on crée une commission des affaires générales la semaine avant les conseils communaux où il y a ce type de points à l'ordre du jour pour en discuter là, parce que c'est des points plus techniques et je ne suis pas sûre qu'un débat en conseil communal, quitte à demander préalablement aux intercommunales, enfin voilà, moi je connais plus celle d'IDH, je sais qu'ils font chaque fois un PowerPoint de présentation, on pourrait demander de le recevoir avant et le parcourir en commission des affaires générales la semaine qui précède. En tout cas, une bonne piste, parce que ça permettrait, si on a des remarques à formuler, à faire porter, à le transmettre en même temps que l'approbation de l'ordre du jour. Et ce serait en termes de transparence et de démocratie participative quelque chose qui serait plus porteur. Tout à fait. Donc concrètement ici, sur ce point, il n'y a pas de décision vraiment, enfin c'est une évaluation du plan stratégique qui sera en effet approuvée, mais c'est plus une présentation. Y a-t-il des remarques ? On peut approuver à l'unanimité. Merci. Le point 3, c'est l'Assemblée générale d'Orez qui se tient le 28 novembre à 18h30 avec 4 points à l'ordre du jour, le plan stratégique des modifications statutaires, la nomination du réviseur et la fixation de ses émoluments et l'approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée générale. Nos représentants sont M. Dujardin, Mme Mtino, M. Rico Grao, Mme Mathieu et M. Carpin. Et là aussi, c'est ouvert au public, mais il demande par contre, pour des raisons organisationnelles, de s'inscrire avant le 22 novembre pour le public qui souhaite assister. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet ordre de jour, des réflexions à relayer à l'Assemblée générale? On peut approuver à l'unanimité. Merci. Le point 9, c'est l'Assemblée générale de l'intercommunal Sénéo, avec 3 points à son ordre du jour. Donc l'évaluation annuelle du plan stratégique, l'augmentation de la participation au sein du partenariat Serroal et les nominations statutaires. Cette assemblée générale se tiendra le 29 novembre à 18h. Elle est ouverte aux personnes domiciliées sur le territoire des communes associées, donc ce n'est entre autres. Et nos représentants sont M. Dujardin, Mme Yakic, Mme Mathieu, moi-même et Mme Sadella. A-t-il des remarques? Je n'ai peut-être pas trouvé l'information dans les documents transmis, mais quelle est l'implication, quel est l'impact de l'augmentation de la participation au sein du partenariat avec Serroal, éventuellement au niveau financier ou autre? Je n'ai pas trouvé non plus l'information. Je ne sais pas vous éclairer, mais on peut ne pas se prononcer sur ce point-là. Enfin, on vote point par point là-dessus. Je ne sais pas. Il faut savoir que l'objet social de Sénéo, c'est ce qui s'appelait avant l'IPFH, donc le financement du Hainaut. C'est justement de financer des projets et qu'ils financent entre autres par des structures dans lesquelles ils ont des participations, qui mettent en place entre autres des éoliennes et d'autres choses. Donc l'objet social de Serroal en particulier, je ne sais pas, mais ça fait partie vraiment de l'objet social de Sénéo, d'avoir des participations pour monter des projets, parce que suivant les types de projets, ce ne sont pas toujours les mêmes partenaires, et donc ils ont en effet beaucoup de participation dans beaucoup de structures pour monter ce type de projet. Mais je ne sais pas vous dire sur Serroal en particulier. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on vote point par point. Non, c'est par rapport à l'explication, ça peut, mais c'est dommage qu'il n'ait pas transmis, qu'on n'ait pas un petit élément complémentaire dans l'information ici pour approuver l'ordre du jour, mais c'est tout. Alors. Est-ce qu'on... Monsieur Carpin? Oui, c'est bien le 29 novembre. Hein. C'est dans le titre, c'est le 28, et dans l'explicatif, c'est le 29. C'est bien un vendredi en général chez eux, donc vendredi... le 28, c'est IGA, je pense. Vendredi 29, oui. Oh, donc 29. Il faut corriger le titre, en effet. Est-ce qu'on peut approuver les points à l'ordre du jour? À l'unanimité, merci.
Le point 10, il s'agit de l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IGA qui se tient le 28 novembre à 17h. Elle est aussi ouverte au public. Les 2 points de l'ordre du jour sont l'évaluation du plan stratégique et la modification de la composition du conseil d'administration. Nos représentants sont M. Carpin, M. Charlier, Mme Diou, Mme Mathieu et M. Rico Grao. Y a-t-il des questions ou des remarques à relayer, M. Carpin? Oui, je serai bien là, mais comme je ne sais pas me dédoubler, être doublé, oui, mais pas être dédoublé, je ne serai pas YTech juste après, parce que c'est la même heure et c'est le même jour. C'est en effet compliqué. Pour l'ordre du jour, on peut l'approuver à l'unanimité. Le point 11, c'est donc l'Assemblée générale d'YTech le même jour, à quasi la même heure, 17h30, avec à l'ordre du jour affiliation d'administrateurs, modification statutaire, 2e évaluation du plan stratégique et modification des fiches de tarification in-house. Cette Assemblée générale est ouverte au public des communes associées, donc CENEF. Nos représentants sont M. Carpin, M. Charlier, Mme Jakic, Mme Mathieu et Mme Entinou. Y a-t-il des questions à relayer? On peut approuver à l'unanimité. Merci. Le point 12, il s'agit de l'approbation de la modification budgétaire numéro 2 du CPS. Mme de Orchifos. Alors, la dernière modification budgétaire de l'année permet d'ajuster les crédits budgétaires au plus près de la réalité et donc au plus près du compte. Avec 6,4 millions € de recettes et 6,3 millions € de dépenses, cette MB2 annonce un résultat à l'exercice propre en boni de 84 000 €. Le résultat à l'exercice global est équilibré. Le fonds de réserve est alimenté de 16 000 €. Cette MB2 a été approuvée à l'unanimité lors du Conseil d'action sociale du mois d'octobre. Y a-t-il des questions? On peut approuver à l'unanimité. Merci. Le point 13, il s'agit de l'accompagnement, d'une convention d'accompagnement par IDEA dans le cadre de notre schéma de développement communal. Monsieur Dujardin. Oui, bonsoir. Donc la commune élabore un schéma de développement communal avec un consultant externe. C'est une démarche qu'on mène depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc c'est une réflexion stratégique qui vise à déterminer les grandes orientations en matière d'aménagement de territoire pour les 20 prochaines années. Alors un schéma de développement communal se compose de 2 parties. D'abord un diagnostic territorial qui a déjà été finalisé par le consultant externe. Et puis découle de ce diagnostic finalement la définition d'objectifs et d'actions qui doivent permettre de mettre en œuvre ce schéma de développement communal. Alors c'est un travail qui est déjà bien réalisé, mais la région wallonne a quelque part rebattu les cartes du jeu puisqu'il a lui-même revu son schéma de développement territorial et qu'il a revu le cadre réglementaire en matière d'aménagement de territoire. Et donc nous sommes amenés aujourd'hui à compléter notre schéma de développement communal sur 2 thématiques qui sont 2 thématiques importantes, qui sont l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Et donc l'objectif ici de ce partenariat finalement avec IDEA, qui est notre intercommunal de développement territorial, c'est de capitaliser sur leur expertise sur ces thématiques, donc pour pouvoir finaliser et arriver à un plan qui soit terminé et qui intègre ces 2 thématiques. Le budget pour cet accompagnement, il est de 5 000 €, sachant, et je le rappelle, que c'est un projet de schéma de développement communal qui est subsidié par la région wallonne à hauteur de 60% et qu'il est normalement convenu qu'on puisse aller obtenir, en tout cas présenter une demande pour des subsides complémentaires au regard des évolutions de la région wallonne. Y a-t-il des questions, Madame Janssens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu comme articulation entre le prestataire qu'on a déjà actuellement désigné pour la
rédaction de la phase 2 du schéma de développement communal. Et ici, l'expert, puisque c'est un expert senior qui est présenté dans la convention, qui viendrait pour aider sur des missions spécifiques qu'a définies la commune dans la convention, dont notamment, je lisais dans le titre, le déplacement de la centralité. On sait que les centralités avaient été définies de manière, je ne vais pas dire artificielle, mais on se pose toujours aujourd'hui la question comment ils ont défini chacune des centralités qui étaient proposées et qui avaient la possibilité de les modifier via toute une série de conditions. Est-ce que c'est également dans ce cadre-là que les experts vont travailler au niveau d'IDEA pour les modifications qui seraient appliquées? L'expert en question, il va travailler sur les deux thématiques, prioritairement sur les deux thématiques que j'ai citées, hein, vraiment l'étalement et l'artificialisation. Mais il va évidemment pouvoir aussi travailler sur les autres objectifs et les actions qui ont déjà été définies. Il faut savoir qu'un schéma de développement communal, on l'a mis en place, on l'a réfléchi, vous le savez, avec les citoyens dans le cadre de participation citoyenne. Mais c'est aussi élaboré avec la région wallonne. On discute avec le fonctionnaire délégué. Il y a un service qui s'appelle la DAL au niveau de la région wallonne qui nous accompagne, qui supervise la mise en place du document. Et donc, au niveau de l'expert, il y aurait évidemment des articulations avec notre consultant pour que ça puisse se faire en collaboration et en parfaite continuité par rapport au travail qui a déjà été réalisé. Oui. Y a-t-il d'autres interventions par rapport à ce point, M. Carpin? Juste pour revenir sur ce projet-là et pour comparer avec le point précédent dont on parlait pour les chrysanthèmes, est-ce que vous avez aussi un écho d'une autre commune qui aurait fait la même chose avec IDEA, une des communes partenaires ou pas? Non, on n'a pas nécessairement eu de contact sur des collaborations des communes avec IDEA, mais notamment le service d'urbanisme aménagement du territoire a eu plusieurs contacts avec d'autres communes qui développent des schémas de développement leur schéma de développement communal. Et donc, on s'est aussi notamment inspiré de leur travail, notamment pour la structuration du document. Il faut savoir que la région wallonne nous promettait depuis longtemps un guide méthodologique pour mettre en place ce type de schéma. Il est enfin arrivé, mais après vraiment plusieurs mois de concertation et de discussion. Et donc, il y a eu énormément d'échanges entre les services sur la manière de mettre en œuvre ce type d'outil. Y a-t-il d'autres interventions sur ce point? On peut l'approuver à l'unanimité. Merci. Le point 14, il s'agit de la ratification de la désignation d'un avocat spécialisé en droit administratif. Donc, dans le cadre d'une procédure pénale et disciplinaire, notre conseil actuel prend sa pension à la fin de l'année. Et donc, on vous propose de désigner le cabinet Xirus pour poursuivre et reprendre le dossier. Et donc, la décision a été prise en collège. On propose de la ratifier en conseil dans la continuité du dossier. Ça n'amène pas de remarques, on peut approuver. Merci. Le point 15, c'est un point récurrent en cette période de fin d'année. Il s'agit de l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel communal, comme chaque année depuis 4-5 ans maintenant. J'ai dit conseil. Au personnel communal. J'ai dit conseiller, je pensais personnel. J'ai dit personnel. Y a-t-il des remarques par rapport à ce point? On peut approuver, merci. Alors, nous passons ensuite aux 5 questions orales posées par M. Carpin. La première question porte sur le préau de l'école communale de Senef. M. Carpin. Oui, merci. C'est la dernière série de questions que je poserai. Donc, peut-être juste avant, je voudrais remercier tous les échevins d'avoir répondu à mes nombreuses questions tout au long de cette mandature. Et demander à Madame la Directrice Générale si elle voulait bien relier mes remerciements au service, parce que souvent les réponses se font en amont par le personnel. Voilà. Donc la première question, il s'agit d'un dossier de travaux à l'école communale de Senef, avec un préau dont nous avions voté le cahier de charges il y a déjà près d'un an maintenant, je pense que c'était au mois de décembre, et je voulais savoir où en était ce dossier. Madame Denet. Oui, en effet, donc le cahier des charges était passé au conseil communal. On avait désigné une firme qui finalement s'est rétractée et donc on doit relancer un nouveau cahier des charges. Parce que moi, j'ai vu dans un PV
de la Copaloc qui avait un problème technique. Oui, en effet, il y a eu, donc dans le cahier des charges, il y avait des clauses techniques qui n'étaient pas assez spécifiées. Et donc, ça n'allait pas pour la firme et c'est la raison pour laquelle elle s'est rétractée. Merci, Madame Donnet. Je vous en parlerai après. Pardon? La deuxième question de M. Carpin porte sur le projet de la rue Waters. Oui, je voulais savoir où en était le dossier, l'avancement des contacts qui avaient été pris avec les différents prestataires et quand les travaux allaient-ils commencer? Monsieur Delannoy. Ben, le projet de la rue Waters, ben, il avance bien. Donc, c'est un... Pour remettre un peu tout, donc on fait la voirie, les trottoirs, un aménagement cyclable. On fait un chemisage d'une partie de l'égouttage et on remplace l'autre partie de l'égouttage. Donc, c'est pas encore attribué, c'est en cours d'analyse des offres. Donc, on a eu 5 offres et on analyse et si tout va bien, ben, ça va bien aller. On va devoir attribuer d'ici fin d'année. Si ça va, on devrait commencer les travaux entre mars et avril. Oui, merci, monsieur Léger. Pour une durée approximative? Ça, je ne me prononcerai pas. Une fourchette. Parce que, si tout va bien, entre ben, un an et ça 20 peut le faire ans. sur 6 mois. Et si ça ne va pas, on est parti pour 1 an. Donc, Ouais, okay. On verra ce qu'il y a en dessous. Ouais. L'avancement du projet. Qui vivra verra. Merci. La troisième question de M. Carpin porte sur la transformation de la conciergerie de Feluy. Oui, sur des points que je vois souvent revenir dans les collèges. Je voulais savoir où ça en était, parce que il me semble que ça a pris quand même pas mal de retard. Et si la rue Waters c'est du même acabit, c'est pas 5 ans, monsieur Delon, nous serons tous pensionnés. Hein. Oui, donc en effet, malheureusement, je dois encore dire que le projet a pris du retard en raison en fait de travaux supplémentaires sur base de l'étude d'un ingénieur en stabilité, donc que nous avons dû réaliser, et diverses choses que la firme rencontre au fur et à mesure de ces avancements et qu'il n'aurait pas été possible de prévoir à l'avance. Donc la société mignonne qui effectue les travaux nous assure que le plus gros, en tout cas, sera terminé pour décembre 2024. Et on reste évidemment en contact étroit avec le directeur technique des Jardins de Wallonie, puisque l'accueillante qui doit prendre possession de l'accueil, d'un des 2 accueils, est logée dans ces maisons à famille heureux, et donc on reste en contact avec lui pour être sûr qu'on fasse vraiment cette maison-là dans les derniers moments afin qu'elle puisse rester le plus longtemps possible et que l'accueil soit prêt pour elle lorsqu'elle devra déménager. Oui, ça... Pardon. Non, je pensais que tu avais dit quelque chose. Je pensais que... Non, c'est vrai qu'en famille heureux, en plus, il y avait un souci avec les Jardins de Wallonie parce qu'on ne pouvait pas isoler la maison tant qu'elle n'était pas remise à du logement. Donc effectivement, ça fait des complications supplémentaires à la complication. Oui, heureusement, eux aussi ont pris beaucoup de retard, donc ça nous arrange. Oui, voilà. Tout s'arrange toujours. La quatrième question de M. Carpin porte sur la distribution de sacs poubelles gratuits. Oui, j'ai vu une information dans Sud Presse, je pense, qui m'a fait tiquer parce que apparemment le nouveau ministre de la région wallonne de tutelle va contraindre la ville de la Louvière à effectuer la distribution de sacs gratuits. On avait déjà abordé le sujet ici et je pense que le ministre Collignon décidait de ne pas décider, ce qui arrangeait bien certaines communes. Et donc je voulais savoir si la commune de Senef allait être aussi, à l'instar de la Louvière, être obligée de distribuer ce fameux rouleau de sacs gratuits en 2025, puisque nous avons reçu notre facture ici dernièrement, avec beaucoup d'enthousiasme pour nos citoyens. Monsieur Skeis. Merci Madame la Présidente. Donc nous avons reçu au niveau de l'administration un courrier émanant du directeur du SPU intérieur en juillet,
rappelant certains éléments justement de l'arrêté royal sur la gestion des déchets et notamment sur les sacs vignettes. C'est une remarque que nous recevons déjà depuis plusieurs années, mais en dehors de cet élément-là, nous n'avons pas eu d'injonction enregistrée à ce jour. Parce que la Louvière, visiblement, d'après l'article, je n'ai pas été vérifié à la région, il serait contraint de passer à la distribution gratuite. Donc, je suppose que dans le cadre de l'égalité de traitement entre les communes, on va y passer aussi, ce qui va engendrer un coût dont on avait déjà parlé, je pense, qui sera répercuté sur nos citoyens. Mais on avait intégré cette disposition de gratuité au moment où on est passé au nouveau système de collecte des sacs et où on est passé avec la distinction avec le sac résiduel et le sac des déchets verts, où on avait intégré cette gratuité dans les différentes tranches des ménages pour justement réduire en tenant compte de cet élément-là. Donc on verra si le ministre va aller dans cette voie-là ou si entre-temps le gouvernement wallon va décider d'abroger ce point. La 5e question de M. Carpin porte sur un affichage publicitaire à propos d'une piscine à Senef. Ben oui, je pensais que c'était Madame Janssens qui avait enfin sa piscine à Senef. Mais non, c'était apparemment une piscine privée et j'ai vu un petit peu la publicité partout. Puis j'ai vu dans un point de collège que finalement cette piscine ne pouvait pas être utilisée à des fins commerciales. Et donc je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on avait autorisé, si ça a été autorisé en tout cas, l'affichage de cette publicité, notamment devant nos écoles. Mais donc, en effet, il n'y a pas eu de demande et donc il n'y a pas eu d'autorisation. Il y a eu d'une part de l'affichage sur terrain privé avec des remorques et donc qui ne faisaient pas l'objet d'autorisation vu que c'était temporaire et donc pas de permis d'urbanisme. Il y a eu de l'affichage sur des poteaux de signalisation publics. Donc il n'y a pas eu de demande, et s'il y avait eu demande, ça aurait été refusé parce qu'on refuse d'afficher sur les panneaux de signalisation. On invite à utiliser les panneaux culturels dédiés à cet objet. Un premier courrier a été envoyé à Vivasport au début du mois de septembre. En parallèle de ça, il y a plusieurs courriers qui ont été envoyés aux propriétaires de la piscine par rapport justement au permis que vous évoquez. On a eu une rencontre il y a 2-3 semaines avec les propriétaires de la piscine par rapport à la régularisation du permis. Et donc, prenant connaissance des démarches qui avaient lieu de faire pour que cette piscine prenne un caractère public, ils ont souhaité ne pas faire les démarches et mettre fin à l'activité publique de la piscine qui se terminera donc fin janvier. Et la demande de retirer les panneaux leur a été à nouveau formulée à eux. Et comme suite à cette nouvelle demande, ça n'a à nouveau pas été fait, il y a eu une verbalisation qui a été faite et les panneaux ont été retirés par notre propre service. Voilà pour les questions de notre ordre du jour. Je voulais juste rajouter un point divers suite à un courrier qu'on a reçu de la FJA et qui sont sur vos tables. Donc la FJA nous invite à adopter une motion pour les soutenir. Donc je voulais vous faire la proposition suivante. Nous avions précédemment déjà au Conseil communal adopté une motion. Ici, il n'y avait pas de texte de motion qui était joint au courrier de la FJA. Donc l'idée c'est de pouvoir leur apporter notre soutien pour répondre à leurs demandes pour préserver le patrimoine rural, l'emploi et la souveraineté alimentaire de notre région. Mais toutefois dans le temps imparti entre ce courrier et la tenue de notre conseil, on n'a pas pu arriver à réunir tout le monde et à rédiger un texte commun. En plus, on est dans une période particulière de changement du conseil communal. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'inviter une délégation des différents partis politiques à rencontrer les agriculteurs pour voir exactement sous quelle forme on peut leur apporter le soutien. Je ne sais pas si ça vous convient comme proposition. Madame Pécriot.
Oui, nous sommes tout à fait favorables. Nous y avions déjà participé la dernière fois, mais vous avez déjà une idée d'agenda, Non. de deadline. Ce sera lors de l'installation, après l'installation des prochains. Je pense prochains dans la et semaine conseillers. qui suit l'installation du Parfait. prochain conseil. Ça va. Nous essaierons de nous rendre disponibles. Merci. Merci. Alors, ceci nous amène... Madame la Présidente, avant Oui. de passer au Monsieur Skeis. point divers à huis clos, je voudrais simplement remercier les agents communaux qui ont travaillé dans les dossiers sur lesquels j'avais mes attributions. Je voudrais remercier mes deux colistiers, Mirjana Jakic et Manel Rico Grau, pour le travail que nous avons pu faire ensemble, ainsi qu'avec les échevins de la majorité et de la directrice générale et de tous les autres services pour leur entente cordiale, puisque c'est mon dernier conseil en tant qu'échevin. Merci à tout le monde. Merci réciproque pour le travail partagé ensemble sur cette législature. Et je voulais aussi adresser justement un petit mot aux 6 conseillers aussi, pour qui c'est le dernier conseil communal. Donc il y a Monsieur Silverio Cocoda qui est absent ce soir, mais qui a été conseiller pendant 6 années, qui avait choisi de ne pas se représenter. Monsieur Cocoda est un ancien ouvrier de la commune, il est actif aussi dans le comité des fêtes et il est particulièrement intéressé par toutes les matières sportives et football. Et donc je voulais le remercier pour son implication dans notre conseil pendant 6 ans. Monsieur Genet avait choisi aussi de ne pas se représenter aux élections communales. Il a été conseiller avec nous pendant 6 ans. C'est un passionné de sa commune, que ce soit au niveau historique, au niveau géologique, au niveau naturel, pierre bleue, tourisme, et j'en oublie sûrement. Et sa passion se traduisait dans la longueur de ses questions, parfois. Je voulais en tout cas le remercier aussi pour son implication et son travail pendant 6 ans au sein de notre conseil communal. Madame Jakic nous quitte également aussi, après 5 ans comme conseillère communale. Madame Jakic a toujours été relativement discrète au sein de cette instance, mais très impliquée socialement, entre autres dans la commission commune hospitalière. Et donc la discrétion qu'elle a pu manifester ici n'est pas le reflet de son implication dans son travail au sein de la commune. Et je voulais aussi la remercier pour ces 5 années de travail au sein du conseil communal. Remercier aussi, il est absent aussi aujourd'hui malheureusement, mais monsieur Manel Rico Grau, qui a été échevin pendant 3 ans et demi et qui, pour des raisons professionnelles, a souhaité mettre fin à son mandat d'échevin et poursuivre comme conseiller pour pouvoir concilier tous les aspects de sa vie professionnelle, privée et communale. Il était impliqué comme échevin, entre autres, dans les compétences qui ont été reprises par M. Skeis, donc la culture, l'environnement, le plan de cohésion sociale. Et ça a été un plaisir aussi de travailler avec lui, toujours positif, orienté solution. Et voilà, je voulais le remercier pour cette collaboration comme échevin puis comme conseiller communal. Monsieur Pierre Leclerc quitte cette assemblée mais sera notre représentant au CPS. Il a déjà été conseiller CPS pendant 11 mois avant d'être conseiller communal ici pendant 1 an. C'est une cheville ouvrière de notre groupe et notre relais aussi du village de Famille Heureux, et donc je voulais le remercier pour son implication au sein de notre conseil communal. Et puis last but not least, Madame Marie-Christine Duvaux, qui avait fait le choix aussi de ne pas se représenter. Je voulais remercier, voilà, c'était notre première échevine qui a été vraiment aussi un bras droit pour moi, qui a eu le plaisir de gérer quelques situations difficiles en mon absence, les gilets jaunes, les odeurs du zoning. Et on s'est rencontrés il y a 12 ans lors de la campagne électorale, et donc au-delà du plaisir qu'on a eu de travailler ensemble, c'est devenu aussi une amie, et je voulais la remercier pour ce travail. Voilà, mais je voulais remercier aussi M. Skeis qui reste au sein de notre assemblée, mais avec une autre fonction, pour la collaboration comme échevin pendant 2 ans et demi.
Et voilà, vous donnez rendez-vous pour l'installation du nouveau conseil communal le 2 décembre. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole qui sont souhaitées. Eh bien, alors, merci à tous et bonne soirée.